René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 28, la grande triade. En rapprochant les dernières considérations de ce que nous avons dit au début, on peut se rendre compte aisément que la conception traditionnelle de l'homme universel n'a en réalité, malgré sa désignation, absolument rien d'anthropomorphique. Mais si tout anthropomorphisme est nettement anti-métaphysique et doit être rigoureusement écarté comme tel, il nous reste à préciser en quel sens et dans quelles conditions un certain anthropocentrisme peut, par contre, être regardé comme légitime. Petite note, il faut d'ailleurs ajouter que cet anthropocentrisme n'a aucune solidarité nécessaire avec le géocentrisme, contrairement à ce qui se produit dans certaines conceptions profanes. Ce qui pourrait faire commettre des méprises à cet égard, c'est que la Terre est parfois prise pour symboliser l'état corporel tout entier. Mais il va de soi que l'humanité terrestre n'est pas toute l'humanité. Fin de la note. Tout d'abord, comme nous l'avons indiqué, l'humanité, au point de vue cosmique, joue réellement un rôle central par rapport au degré de l'existence auquel elle appartient, et seulement par rapport à celui-là, et non pas bien entendu à l'ensemble de l'existence universelle, dans lequel ce degré n'est qu'un quelconque parmi une multitude indéfinie, sans rien qui lui confère une situation spéciale par rapport aux autres. À cet égard, il ne peut donc être question d'anthropocentrisme que dans un sens restreint et relatif, est cependant suffisant pour justifier la transposition analogique à laquelle donne lieu la notion de l'homme, et par conséquent la dénomination même de l'homme universel. À un autre point de vue, nous avons vu que tout individu humain, aussi bien d'ailleurs que toute manifestation d'un être dans un état quelconque, a en lui-même la possibilité de se faire centre par rapport à l'être total. On peut donc dire qu'il l'est en quelque sorte virtuellement, et que le but qu'il doit se proposer, c'est de faire de cette virtualité une réalité actuelle. Il est donc permis à cet être, avant même cette réalisation, et en vue de celle-ci, de se placer en quelque sorte idéalement au centre. Du fait qu'il est dans l'état humain, sa perspective particulière donne naturellement à cet état une importance prépondérante, contrairement à ce qui a lieu quand on l'envisage du point de vue de la métaphysique pure, c'est-à-dire de l'universel. Et cette prépondérance se trouvera pour ainsi dire justifiée a posteriori, dans le cas où cet être, prenant effectivement l'état en question pour point de départ et pour base de sa réalisation, en fera véritablement l'état central de sa totalité, correspondant au plan horizontal de coordonnées dans notre représentation géométrique. Ceci implique tout d'abord la réintégration de l'être considéré au centre même de l'état humain. Réintégration en laquelle consiste proprement la restitution de l'état primordial. Et ensuite, pour ce même être, l'identification du centre humain lui-même avec le centre universel. La première de ces deux phases est la réalisation de l'intégralité de l'état humain, et la seconde est celle de la totalité de l'être. Suivant la tradition extrême orientale, l'homme véritable, Chen-gen, est celui qui, ayant réalisé le retour à l'état primordial, et par conséquent la plénitude de l'humanité, se trouve désormais établi définitivement dans l'invariable milieu, et échappe déjà par là même aux vicissitudes de la roue des choses. Au-dessus de ce degré est l'homme transcendant, Shenzhen, qui à proprement parler n'est plus un homme, puisqu'il a dépassé l'humanité et est entièrement affranchi de ses conditions spécifiques. C'est celui qui est parvenu à la réalisation totale, à l'identité suprême. Celui-là est donc véritablement devenu l'homme universel. Il n'en est pas ainsi pour l'homme véritable, mais cependant on peut dire que celui-ci est tout au moins virtuellement l'homme universel, en ce sens que dès lors qu'il n'a plus à parcourir d'autres états en mode distinctif, puisqu'il est passé de la circonférence au centre, l'état humain devra nécessairement être pour lui l'état central de l'être total, bien qu'il ne le soit pas encore d'une façon effective. Ceci permet de comprendre en quel sens doit être entendu le terme intermédiaire de la grande triade, qu'envisage la tradition extrême orientale. Les trois termes sont le ciel, Tien,
la terre, Ti, et l'homme, Jen. Ce dernier joue en quelque sorte un rôle de médiateur entre les deux autres, comme unissant en lui leurs deux natures. Il est vrai que, même en ce qui concerne l'homme individuel, on peut dire qu'il participe réellement du ciel et de la terre, qui sont la même chose que Purusha et Prakriti, les deux pôles de la manifestation universelle. Mais il n'y a là rien qui soit spécial au cas de l'homme, car il en est nécessairement de même pour tout être manifesté. Pour qu'il puisse remplir effectivement à l'égard de l'existence universelle le rôle dont il s'agit, il faut que l'homme soit parvenu à se situer au centre de toute chose, c'est-à-dire qu'il ait atteint, tout au moins, l'état de l'homme véritable. Encore ne l'exerce-t-il alors effectivement que pour un degré de l'existence. Et c'est seulement dans l'état de l'homme transcendant que cette possibilité est réalisée dans sa plénitude. Ceci revient à dire que le véritable médiateur, en qui l'union du ciel et de la terre est pleinement accomplie par la synthèse de tous les états, est l'homme universel, qui est identique au Verbe. Et notons-le, en passant, beaucoup de points des traditions occidentales, même dans l'ordre simplement théologique, pourraient trouver par là leur explication la plus profonde. D'autre part, le ciel et la terre étant deux principes complémentaires, l'un actif et l'autre passif, leur union peut être représentée par la figure de l'androgyne. Et ceci nous ramène à quelques-unes des considérations que nous avons indiquées dès le début en ce qui concerne l'homme universel. Ici encore, la participation des deux principes existe pour tout être manifesté, et elle se traduit en lui par la présence des deux termes yang et yin, mais en proportions diverses, et toujours avec prédominance de l'un ou de l'autre. L'union parfaitement équilibrée de ces deux termes ne peut être réalisée que dans l'état primordial. Quant à l'état total, il ne peut plus y être question d'aucune distinction du yang et du yin, qui sont alors entrés dans l'indifférenciation principielle. On ne peut donc même plus parler ici de l'androgyne, ce qui implique déjà une certaine dualité dans l'unité même, mais seulement de la neutralité, qui est celle de l'être considéré en soi-même, au-delà de la distinction de l'essence et de la substance, du ciel et de la terre, de Purusha et de Prakriti. C'est donc seulement par rapport à la manifestation que le couple Purusha-Prakriti peut être, comme nous le disions plus haut, identifié à l'homme universel. Et c'est aussi à ce point de vue évidemment que celui-ci est le médiateur entre le ciel et la terre, ces deux termes eux-mêmes disparaissant dès qu'on passe au-delà de la manifestation.